Bonjour à tous et bienvenue pour notre webconférence sur le licenciement pour motif économique et plus précisément les procédures, étapes et délais. Je suis Mylène Volpillac, je suis ambassadrice chez Jury Travail et j'ai le plaisir aujourd'hui d'être accompagnée par Gwenaëlle Petit. Bonjour Gwenaëlle. Bonjour Mylène, bonjour tout le monde. Gwenaëlle qui est juriste expert chez Jury Travail. Avant de rentrer dans le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, petit tour d'horizon sur Jury Travail pour ceux qui ne nous connaîtraient pas encore. Qu'est-ce que Jury Travail? Jury Travail, c'est le leader de l'information juridique en ligne depuis 20 ans et 20 ans cette année. Nous avons une équipe de 50 juristes et plus de 700 avocats qui, chaque jour, vont décrypter l'actualité juridique et rédigent pour les entreprises, pour les particuliers et pour les CSE des dossiers thématiques, des modèles de lettres, des modèles de contrats qui vont pouvoir vous aider dans la gestion de votre entreprise au quotidien. Nos experts vous accompagnent dans vos démarches, quel que soit le domaine de droit, du droit social, du droit des contrats, du droit commercial. Et aujourd'hui, et nous en sommes très fiers, nous avons plus de 3000 entreprises qui nous font confiance et qui utilisent nos services que nous avons conçus spécialement pour les professionnels. Alors, quels sont-ils du coup ces services? Nous avons créé deux formules, une formule pro et une formule premium. Ces formules-là vont vous permettre, vous, au sein de votre entreprise, de contacter un juriste qui répondra à toutes vos questions, quel que soit le modèle de droit. Vous pourrez également accéder à l'intégralité de notre base documentaire, nos dossiers, modèles de lettres, modèles de contrats qui, bien évidemment, sont à jour des derniers textes de loi et vous pourrez profiter de votre convention collective à jour des derniers accords. Je vous invite vivement, à l'issue de la webconférence, à aller sur le site de Jury Travail. Vous pouvez y accéder via le lien que va vous envoyer Élodie dans le chat ou directement via le bouton que vous avez en bas de votre écran. Vous pourrez ainsi découvrir nos formules et choisir celle qui vous correspond le mieux et correspond le mieux aux besoins de votre entreprise. Gwenaëlle, si tu le veux bien, nous allons pouvoir rentrer dans le vif du sujet, à savoir le licenciement économique. Il peut arriver que votre entreprise connaisse certaines difficultés économiques et une des solutions qui peut s'imposer à vous pour du coup résoudre ces difficultés-là est un licenciement de un ou plusieurs salariés. Vous rentrez dans ce cas-là dans une procédure de licenciement économique, procédure dont la mise en œuvre est extrêmement encadrée par le Code de travail. Elle est assez stricte, bien spécifique du coup au licenciement économique. On va parler notamment de consultation des représentants du personnel, des délais à respecter, des process à respecter ou encore le rôle de la DRET. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui en détail avec Gwenaëlle. Et pour ce faire, nous avons divisé la webconférence en 6 grandes parties. Dans un premier temps, Gwenaëlle va revenir sur les motifs et les conditions pour procéder à un licenciement économique. Un tour d'horizon sur les difficultés économiques. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez qui peuvent justifier ce genre de licenciement-là? Nous allons traiter ensuite de la suppression, transformation d'emploi ou refus d'une modification de contrat, vos obligations d'adaptation et de reclassement. Dans une 5e partie, nous allons évaluer le coût pour vous d'un licenciement économique. Et dans la dernière partie, nous allons faire un petit quiz, un petit vrai-faux sur des situations très opérationnelles que vous allez pouvoir rencontrer au sein de votre entreprise et spécifiquement sur le CSP. En dernière partie de webconférence, nous répondrons à vos questions que je vous invite d'ores et déjà à poser si vous en avez dans l'onglet de chat que vous avez à droite de votre écran. Nous essaierons avec Gwenaëlle de répondre à un maximum de vos interrogations. Gwenaëlle, si tu le veux bien, nous allons pouvoir commencer notre première grande partie sur les motifs du coup et les conditions. Et dans un premier temps, comment et pourquoi licencier un salarié pour motif économique? Alors déjà, effectivement, le licenciement économique, tout est dans le terme, hein. Le licenciement va être surtout lié à des difficultés potentiellement financières qui vont être spécifiques effectivement à l'entreprise. Donc du coup, on va le détailler un tout petit peu plus tard. Mais comment procéder? Déjà, on va retrouver un socle commun qui sont propres à tous les licenciements et effectivement des petites particularités qui, elles, sont propres au licenciement économique. Je m'explique.
effectivement, dans la procédure, avant même d'envisager un licenciement, va y avoir une obligation pour l'employeur, une obligation d'adaptabilité ou de reclassement pour le salarié en question. Si effectivement l'adaptabilité ou le reclassement n'est pas possible, derrière, va y avoir du coup la possibilité de partir sur un licenciement économique. Et là, on retrouve quelques similitudes avec un licenciement classique, notamment la convocation à l'entretien préalable, la notification de licenciement, un préavis, mais ça, on va voir potentiellement qu'il y a des exceptions, une notification à l'inspection du travail comme quoi il y a un licenciement économique, et derrière, la fin du contrat avec le solde de tout compte. Merci Gwenaël. Peux-tu nous expliquer comment différencier le licenciement pour motif économique et celui pour motif personnel, s'il te plaît? Alors, pour le motif économique, déjà, ça va être effectivement des éléments qui vont être pris en compte et qui sont extérieurs aux salariés. Vraiment, c'est vraiment propre à l'entreprise et les difficultés qu'il peut rencontrer. Ensuite, l'employeur, ou en tout cas le licenciement, va surtout entraîner une suppression ou une transformation du poste du salarié. Et en fait, ce licenciement sera dû au fait que le salarié aura refusé la modification du contrat de travail pour s'adapter, ou même qu'effectivement le salarié ne pourra pas s'adapter totalement à la situation. Et du coup, ça va entraîner soit une suppression totale du poste, une transformation ou une modification. Mais bien sûr, tout cela est justifié par des difficultés économiques propres à la société. Et du coup, si effectivement on oppose le licenciement économique à un licenciement plus classique, le licenciement plus classique va surtout peser sur les motifs propres au salarié en lui-même. Donc, soit effectivement une faute, d'où licenciement pour faute grave, faute lourde, soit effectivement à l'état de santé du salarié, donc d'où le licenciement pour inaptitude, et enfin le licenciement pour insuffisance professionnelle, notamment pour des motifs personnels. Donc vraiment, si on doit vraiment vulgariser, licenciement économique, c'est sur la situation purement financière de la société, tandis que le licenciement personnel, c'est propre aux salariés. Merci beaucoup Gwenaël, c'était très clair. Je vois que visiblement il y a un écho. Alors j'ai modifié 2-3 choses dans mon son, j'en suis navrée, j'espère que c'est mieux pour vous. Nous allons commencer du coup notre deuxième grande partie sur les difficultés économiques. Et donc, quelles sont les 4 grandes causes permettant de justifier un licenciement économique? Bon, déjà, la difficulté économique traversée par l'entreprise est une première cause, effectivement, du licenciement économique. Ça peut être une baisse du chiffre d'affaires. Alors, la baisse du chiffre d'affaires, elle va être effectivement évaluée au cas par cas. Ça va dépendre de la taille de l'entreprise et également des trimestres considérés comme en difficulté par l'entreprise. Autre motif, il y a tout ce qui va être mutation technologique. En effet, avec l'évolution de la technologie, des entreprises ou même du savoir-faire, et du coup, il se peut que le poste ou un ou plusieurs postes d'ailleurs en question peut être remis en cause par rapport à ces évolutions. Et donc, du coup, on le verra tout à l'heure qu'il y a une question d'adaptabilité et de formation de la part de l'employeur. Donc ça, la mutation technologique, c'est vraiment la deuxième grande cause. La troisième, ça va être une réorganisation de l'entreprise, tout simplement. Et enfin, la quatrième, une cessation totale de l'activité peut permettre effectivement un licenciement économique. Sachant que, excusez-moi, je vais rajouter une petite chose, c'est que du coup, pour le cas du licenciement économique, il faut bien sûr que les difficultés soient réelles et sérieuses. À partir du moment où il y a un doute pour les juges sur les circonstances économiques, il va requalifier ce fameux licenciement économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec bien sûr toutes les indemnités qui vont avec. Merci beaucoup Gwenaël. À quel moment et à quelle échelle s'évaluent les difficultés économiques? Alors, déjà, le quand. Le quand, la jurisprudence est très claire. Dans un arrêt de 2009, les circonstances économiques doivent être évaluées au moment de la notification du licenciement. Ça veut dire que si on oppose cela, ça veut dire que si le salarié, par exemple, il est licencié à une date X, mais que quelques jours après, la société se remet de ses difficultés économiques, et derrière, vu que la difficulté est appréciée au moment de la notification, si la société venait à se remettre des difficultés, le licenciement restera quand même valable. C'est vraiment au moment de la notification que les difficultés économiques doivent être apportées. Si effectivement ça s'améliore, tant mieux pour la société, mais malheureusement, tant pis pour le salarié. Maintenant, à quelle échelle? Là, il va y avoir deux grands cas. Le premier, la société, elle est toute seule, indépendante, et dans ce cas-là, les difficultés vont s'apprécier sur la société en elle-même. Pas de souci là-dessus. Par contre, le deuxième cas, c'est dans le cas où la société fait partie d'un grand groupe.
Donc là, plusieurs sous-cas, entre guillemets. Si la société, effectivement, fait partie d'un groupe purement français, dans ce cas-là, les difficultés vont s'apprécier sur l'ensemble du territoire et du groupe en lui-même au niveau national. Deuxième sous-cas, c'est dans le cas où effectivement la société fait partie d'un groupe international et dans ce cas-là, on évaluera les difficultés économiques sur le secteur français. Donc du coup, une société internationale peut très bien effectivement faire des licenciements économiques parce qu'il y a des difficultés en France, mais pas dans un autre pays. Merci beaucoup, Gwenaëlle. Quels sont les motifs valables pour appuyer une cessation d'activité? Et à contrario, existe-t-il des motifs qui ne sont pas valables pour un licenciement économique? Alors, du coup, l'entreprise, pour pouvoir effectivement licencier sur le motif de la cession d'activité, excusez-moi, donc j'insiste vraiment, c'est que sur la cession d'activité qu'on parle. Donc, pour licencier sur ce motif-là, il faut vraiment que la cession soit définitive. En effet, l'entreprise qui ferme de manière estivale, ça ne justifie pas d'un licenciement économique, puisque du coup, cette cessation d'activité, elle n'est pas permanente. Je vais vous prendre 4 cas concrets. La fermeture de l'entreprise en raison du santé effectivement de l'employeur, c'est un motif pour faire une cessation d'activité. La maladie de l'ensemble des salariés ou une majorité de celles-ci qui va entraîner la suppression des postes, c'est une cessation d'activité, c'est un licenciement économique. Une cessation effectivement totale et définitive de la société, c'est un licenciement économique valable. Par contre, comme je viens de l'expliquer, une fermeture temporaire ou estivale pour des travaux, ce n'est pas un licenciement économique valable sur la cessation d'activité. Un ralentissement d'activité ou une cessation partielle de l'activité n'est pas un motif de licenciement économique pour une cessation d'activité, encore une fois. J'insiste sur ce motif-là. Donc vraiment, c'est du cas par cas, mais le critère qui va être retenu principalement par les juges, c'est vraiment la cessation définitive et totale de l'activité. Merci beaucoup, Gwenaëlle. L'employeur peut-il mettre en œuvre une procédure de licenciement collectif en cas de fermeture totale et définitive de l'entreprise? Bien sûr, il faut que du coup les fermetures de l'entreprise, donc je réitère, soient définitives et totales. Et lorsque effectivement l'entreprise va être composée d'un seul et même établissement, oui, on peut partir sur un licenciement collectif de l'ensemble des salariés. Ensuite, si effectivement l'entreprise a plusieurs groupes ou plusieurs petites sociétés annexes en France, là pour le coup, on ne va pas pouvoir partir sur un licenciement collectif économique. En effet, il va y avoir quand même un devoir de réorganisation de la part de l'employeur et ce devoir de réorganisation est obligatoire. S'il ne procède pas à une réorganisation de la société alors qu'il y a d'autres groupes en France, derrière, effectivement, les licenciements économiques ne seront pas justifiés. Par contre, à contrario, si effectivement il a fait tout son possible dans la réorganisation de celle-ci, mais que malgré cela, des licenciements doivent avoir lieu, et là, effectivement, suivant le nombre de salariés, on peut partir sur un licenciement collectif et économique de ces salariés-là. Merci beaucoup, Gwenaëlle. Vous pourrez retrouver l'ensemble des informations que vient de vous dire Gwenaëlle et toute la procédure sur le licenciement économique dans notre dossier thématique sur le licenciement économique que vous retrouverez directement sur le site de Jury Travail et qu'Élodie va vous envoyer par chat. Autre question, toujours sur les difficultés économiques, Gwenaëlle. L'employeur peut-il licencier un salarié en CDD pour le motif économique? Alors, je vais rappeler déjà quels sont les motifs que la loi autorise pour faire effectivement une rupture du CDD. Donc déjà, la faute grave du salarié. Deuxième cas, la force majeure. Troisième cas, l'inaptitude du salarié. Quatrième cas, d'un commun accord avec l'ensemble des parties. Ou alors, cinquième cas, effectivement, lorsque le salarié est embauché dans un CDI. Du coup, si on reprend ces 5 cas, on ne trouve pas effectivement le licenciement économique. Et pour cause, les juges et la loi ne prévoient pas la possibilité de faire un licenciement économique pour un salarié en CDD. Et ça a même été rappelé dans un arrêt fondateur de 1987 que le licenciement économique est vraiment que pour les salariés en CDI. Les salariés en CDD doivent aller au terme du contrat. Merci beaucoup, Gwenaëlle. Nous allons pouvoir commencer notre troisième grande partie sur la suppression, transformation d'emploi ou refus d'une modification du contrat. Je vous rappelle que vous pouvez poser votre question directement dans le chat à droite. Et si une question vous vient très spécifique à votre entreprise ou après la webconférence, sachez que vous pouvez la poser directement à nos juristes. Ils seront ravis de vous répondre dans les plus brefs délais. Donc, n'hésitez pas à poser votre question. Élodie va vous envoyer le lien dans le chat, votre première question,
et gratuite. Donc, troisième grande partie, Gwenaëlle, et première question, qu'est-ce qu'une suppression d'emploi? La suppression d'emploi, ça va concerner effectivement donc un poste en lui-même et ça va être sur une suppression définitive et effective de ce poste. Donc, qu'est-ce que j'entends par suppression de celui-ci? C'est qu'en gros, on va licencier un salarié sur le motif économique, du coup, de la cessation donc, du poste en lui-même. Et donc, derrière, le poste ne doit pas être soit remplacé par un nouveau salarié en CDI, soit même par un salarié en CDD ou un travailleur temporaire. À partir du moment où un travailleur temporaire ou en CDD est embauché dans le cadre effectivement d'un remplacement de ce fameux poste, alors que le salarié aura été licencié de manière économique, le salarié qui a été victime de licenciement pourra aller au prud'homme et contester le licenciement puisqu'il manquera de cause réelle et sérieuse. Parce que finalement, on aura pu le remplacer par un autre salarié, certes pas par un CDI, mais par un salarié quand même. Toutefois, attention, la suppression du poste n'entraîne pas forcément la suppression des fonctions. En effet, si le salarié donc, est licencié de manière économique et que du coup, par des soucis économiques, on ne peut pas le remplacer, soit par un salarié temporaire, soit par un salarié CDD, dans ce cas-là, les fonctions peuvent être redistribuées sur les salariés qui restent en poste dans l'entreprise. Et ça ne justifie pas effectivement un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le fait de redistribuer les tâches permet quand même la suppression du poste. Et c'est en ce sens qu'un arrêt de 1992 a pu trancher. Merci Gwenaëlle, c'était très clair. Qu'est-ce que maintenant une transformation d'emploi, s'il te plaît? Alors, la transformation de l'emploi, elle peut évoluer suivant des circonstances plus ou moins particulières à l'entreprise, mais le cas le plus classique, ça va être effectivement les mutations technologiques. En effet, la transformation de ce fameux poste va pouvoir être assujettie à donc, de nouvelles technologies propres donc, à ce poste-là ou de manière générale dans l'entreprise. Et en fait, le fait de transformer l'emploi va être soit de supprimer ou de remplacer le salarié, qui va exiger peut-être des qualifications différentes, mais que le salarié, du coup, aura l'impossibilité d'acquérir, soit à cause de manquement de formation, soit parce que insuffisance professionnelle tout court. Et dans ce cas-là, le licenciement peut intervenir sur le motif économique si les efforts de formation ou l'adaptabilité effectivement du poste a été produite par l'employeur, mais que par un souci effectivement de manquement ou d'insuffisance professionnelle, le salarié n'a pas pu s'adapter. Donc, la transformation du poste n'entraîne pas la suppression de l'emploi en lui-même, mais par des questions d'adaptabilité, le salarié ne peut pas effectivement produire de nouveau poste, et dans ce cas-là, il est licencié de manière économique. Qu'est-ce qu'une modification du contrat de travail en CDI pour motif économique? Alors, du coup, une modification du contrat en CDI, elle peut être effectivement avoir les mêmes causes qu'on a évoquées juste avant, hein, mutation technologique, réorganisation de l'entreprise, difficultés économiques. Enfin bref, c'est tout l'ensemble qu'on a vu juste avant. Et en fait, à cause effectivement de ces modifications et des difficultés économiques qui peuvent avoir lieu, derrière, l'employeur aura la nécessité, en tout cas, de modifier le contrat de travail du salarié, soit pour diminuer la rémunération, soit pour changer la qualification, soit pour changer le lieu de travail. Alors attention, puisque si effectivement l'employeur demande une modification du contrat de travail, il faut quand même l'accord express du salarié. En effet, une modification du contrat de travail ne peut pas se faire de manière unilatérale. Il faudra vraiment le différencier par rapport aux modifications des conditions de travail que là, l'employeur pourra modifier de manière unilatérale, puisqu'il s'agit de son pouvoir de subordination. Mais tout ce qui est modification de contrat, il faudra vraiment l'accord express du salarié. Merci Gwenaëlle. Comment l'employeur doit-il proposer une modification du contrat de travail pour motif économique? Alors pour le coup, comment le demander, l'employeur, il ne peut pas le faire par tout moyen. Il a l'obligation effectivement de faire une proposition de modification, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par effectivement courrier remis en main propre contre signature. Et là, pour le coup, il va y avoir trois situations. Si le salarié est OK pour modifier le contrat de travail, pas de souci, on va effectivement faire un avenant et dans ce cas-là, le contrat sera modifié. On va rentrer en détail juste après. Si le salarié ne répond pas, il a quand même un délai de réflexion. Le délai de réflexion, il est de 1 mois à compter effectivement de l'accusé de réception ou de la signature du courrier de remise en main propre. Et effectivement, si le salarié ne répond pas dans le mois en cours, et derrière, il y aura ce qu'on appelle une acceptation tacite. Et enfin, troisième cas, ça peut être le refus du salarié. Et dans ce cas-là, possibilité de passer par un licenciement économique. Le formalisme, il est très strict.
est impératif. À partir du moment où l'employeur ne respecte pas, par exemple, soit le fait de faire la notification par courrier recommandé ou courrier remis en main propre contre signature, ou alors qu'il ne respecte pas le délai de 1 mois, derrière, s'il y a un licenciement, il sera sans cause réelle et sérieuse. Merci Gwenaëlle. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver toute cette procédure-là et ces points de vigilance dans notre dossier. N'hésitez vraiment pas à le télécharger. Il reprend point par point tout ce que nous explique Gwenaëlle. L'employeur peut-il adopter une procédure différente de celle imposée par la loi pour proposer une modification de contrat? Alors, pour le coup, alors non, il ne peut pas adopter une procédure différente parce que, comme je viens de l'expliquer, c'est vraiment une procédure qui est impérative et indérogeable. C'est vraiment prévu par le Code du travail, c'est d'ordre public. Tout ce que je viens de citer juste avant sur la procédure ne peut pas être modifié sur le bon vouloir de l'employeur. D'ailleurs, là, ce que je viens de vous dire, c'est effectivement ce qui est prévu par le Code du travail. Peut-être que des conventions collectives nationales ou des accords d'entreprise peuvent prévoir des choses pas forcément différentes, mais des procédures supplémentaires. Voilà, donc vigilance sur ce point-là. Nous allons pouvoir passer à notre quatrième grande partie sur les obligations d'adaptation et de reclassement. Nous avons régulièrement beaucoup de questions sur ce sujet-là. Et dans un premier temps, Gwenaëlle, quelle est l'étendue de l'obligation d'adaptation? Donc, du coup, si on remonte effectivement dans toute l'architecture du licenciement économique, et je l'avais dit tout à l'heure, il y a effectivement des obligations d'adaptation et de reclassement. Donc là, sur la question de l'obligation d'adaptation, il va falloir effectivement faire tout son possible, je parle de l'employeur, tout son possible pour que le salarié soit formé durant tout le contrat, pour que, effectivement, en cas de mutation technologique ou de difficultés financières, s'il y a besoin effectivement d'une nouvelle adaptabilité au poste, et ben que cette adaptabilité soit pas reprochée à l'employeur du fait d'un manquement de formation. Et d'ailleurs, du coup, pour qu'un licenciement économique soit valable sur X ou Y motif, de toute façon, il y aura cette obligation d'adaptation. Cette adaptation, elle n'est pas forcément, donc il n'y a pas une obligation de résultat, c'est surtout une formation par tout moyen. La formation, elle peut être courte comme longue. Elle peut durer effectivement 1 mois comme plusieurs mois. Mais en tout cas, il faudra quand même prouver que derrière, l'employeur aura fait le nécessaire, peu importe la durée de la formation. Après, derrière, le licenciement, il peut intervenir. Si effectivement le salarié, et je l'ai expliqué tout à l'heure, si le salarié n'arrive pas à s'adapter par rapport aux formations ou même aux mutations technologiques, dans ce cas-là, il y a incapacité du salarié, ce qui entraînera effectivement le licenciement économique. Autre petit cas qui est vraiment propre à l'adaptation ou en formation, en tout cas, il se peut que le salarié puisse refuser, alors, il se peut que le salarié refuse de poursuivre la formation. Et dans ce cas-là, en cas d'incapacité ou de refus de poursuite de formation, l'employeur aura respecté son obligation d'adaptabilité et pourra licencier le salarié pour motif économique. Merci beaucoup Gwenaëlle. Quelle est l'étendue cette fois de l'obligation de reclassement? Alors là, ça va être un tout petit peu plus technique puisque l'obligation de reclassement elle va intervenir lorsque l'obligation d'adaptabilité aura déjà été respectée. C'est d'abord adaptabilité et ensuite reclassement. Le reclassement, il va effectivement varier suivant si l'entreprise a plusieurs sociétés ou pas. Dans le cas où l'entreprise elle est seule et unique, et ben dans ce cas-là, il y aura une obligation de reclassement interne dans l'entreprise. Donc, c'est-à-dire par effectivement la possibilité de trouver un poste similaire avec une rémunération similaire. Et dans ce cas-là, si il y a un poste de libre, l'employeur aura l'obligation, et j'insiste sur le terme obligation, de le proposer à ce salarié et après libre au salarié ou pas de l'accepter. Dans le cas où effectivement le reclassement sur un poste similaire ou avec une rémunération similaire n'est pas possible, l'employeur aura l'obligation, et je réinsiste sur le terme obligation, de proposer un emploi de catégorie inférieure. Et ça, c'est vraiment le Code du travail qui le prévoit. Encore une fois, libre au salarié ou pas d'accepter. Derrière, si de toute façon le salarié accepte, va y avoir du coup un accord de celui-ci, avenant contrat, modification et du coup application de celui-ci. Si le salarié refuse, et bien dans ce cas-là, licenciement économique.
Merci beaucoup, Gwenaëlle, c'était très clair. On continue sur l'obligation de reclassement. Quel est le périmètre du coup de cette obligation? Et bah, du coup, le périmètre, donc du coup, je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, si la société est tout seul, dans ce cas-là, ça sera interne à l'entreprise en elle-même. S'il y a une unité économique différente, ou en tout cas qu'il y a plusieurs entreprises, et ben, l'obligation de reclassement, elle se fera sur la société où il travaillait déjà, mais également sur les différentes sociétés qui sont présentes sur le territoire, et j'insiste, sur le territoire national. Si la société appartient à un groupe, bah dans ce cas-là, les entreprises sur le secteur national, ce reclassement se fera sur celle-ci. J'insiste encore une fois, c'est sur le caractère national. Encore une fois, si la société elle a plusieurs sociétés dans d'autres pays, que ce soit européen ou non européen, l'obligation de reclassement ne va pas s'expatrier en Europe. Merci Gwenaëlle. Allons un peu plus en détail. Quel est le contenu d'une proposition de reclassement? Alors, la proposition du contenu de reclassement, elle est très formalisée par le Code du travail. Il y a une base, effectivement, qui est obligatoire. Elle est prévue par le Code du travail aux articles 1233-2-1. En effet, cette obligation de reclassement, il doit y avoir déjà l'intitulé du poste et son descriptif, du nouveau poste, bien sûr, le nom de l'employeur, puisque si effectivement on reste dans la société là où il travaillait déjà, bon, bah, pas de souci, l'employeur sera toujours le même. Mais imaginons qu'il soit reclassé dans une autre société au niveau national, il faudra rajouter le nom de l'employeur. Ensuite, il faudra explicitement mentionner la nature du contrat de travail. Est-ce qu'on est toujours sur un CDI? Est-ce qu'on passerait peut-être pas sur un forfait jour, forfait heure? Le nouveau lieu de travail, s'il y a changement, le niveau de rémunération, pareil, s'il y a des modifications, et la classification du poste. En l'absence effectivement de propositions ou de cas ou insuffisants, bah, du coup, licenciement économique valable, pas de souci là-dessus. Merci beaucoup Gwenaëlle. Comment l'employeur doit-il réagir face à la réponse favorable d'un salarié suite à une proposition de reclassement? Bon, bah, réponse favorable, s'il y a un accord, du coup, on fait un avenant au contrat. Chaque partie doit signer l'avenant et derrière, bah, du coup, on part sur l'application de ce nouveau contrat. S'il y a un accord ou en tout cas un nouveau contrat qui se fait avec du coup une autre entreprise, il faudra bien vérifier que du coup toutes les modalités que j'ai énoncées juste avant soient bien mentionnées et dans ce cas-là, l'application de ce contrat se fera au moment du transfert. Et donc, du coup, à l'inverse, comment réagir s'il y a un refus du salarié et combien de propositions de reclassement avant le licenciement? Alors, bah, déjà, l'employeur, il aura l'obligation de consigner le refus du salarié. Donc, du coup, ce qui serait pas mal, ce serait de demander au salarié un refus écrit. Comme ça, la consignation se fera plus facilement. Et d'ailleurs, la consignation est obligatoire. C'est un arrêt de 95 qui le mentionne très clairement et qu'à défaut de consignation, derrière, bah, du coup, le licenciement ne sera pas sera sans cause réelle et sérieuse. Si du coup le salarié refuse, donc on consigne le refus, pas de souci, et dans ce cas-là, l'employeur pourra proposer soit un nouveau reclassement, soit derrière notifier le licenciement économique. Alors pour le coup, le Code du travail ne mentionne pas, ou en tout cas le Code du travail ou la jurisprudence, ne mentionne pas un nombre maximum ou minimum de reclassements. Alors le minimum, bon, bien sûr, c'est toujours au moins un, si c'est possible. Encore une fois, il y a le caractère de possibilité qui va rentrer en jeu. Donc pas de maximum, pas de minimum. Attention, peut-être qu'une convention collective peut prévoir un maximum ou un minimum suivant le type de société. Donc voilà concrètement ce qu'il en est de cette situation. Merci beaucoup Gwenaëlle. Nous allons pouvoir passer à notre 5e grande partie sur l'évaluation du coût d'un licenciement pour motif économique avec un premier item, l'indemnité de licenciement. Alors bon, l'indemnité de licenciement, donc je vais d'abord me centrer sur ce que dit le Code du travail. Donc concrètement, l'indemnité de licenciement, c'est un quart du mois de salaire pour les années inférieures à 10 ans, donc les années d'ancienneté, et un tiers du mois de salaire pour les années supérieures à 10 ans. Attention, convention collective ou accord de branche ou d'entreprise peuvent prévoir mieux. Sur effectivement le calcul de celle-ci, l'indemnité de licenciement, elle va se baser soit sur les 12 derniers mois précédant le licenciement, ou alors sur le tiers des 3 derniers mois. On prend le côté le plus favorable parce qu'en fait, il va y avoir la question des primes qui peuvent effectivement intervenir sur les 12 ou 3 derniers mois. Donc, principe de faveur, ce sera le plus favorable, en tout cas le montant le plus favorable qui sera donné aux salariés. L'indemnité, cette fois compensatrice de préavis. Alors là, il va y avoir 5 cas à prendre en compte. Dans le cadre d'un licenciement économique, de base, il n'y a pas spécialement de préavis à effectuer. Donc du coup,
il y a pardon, excusez-moi, il n'y a pas spécialement d'indemnité compensatrice de préavis, puisque normalement, dans le cadre d'un licenciement économique, le salarié doit effectuer son préavis. Attention, du coup, il y a des exceptions, c'est effectivement dans le cadre d'un CSP, donc d'un contrat de professionnalisation. Si le salarié a plus d'1 an d'ancienneté et qu'il accepte le CSP, dans ce cas-là, il n'y a pas d'indemnité compensatrice de préavis. Et on verra tout à l'heure pourquoi. Si le salarié a moins d'1 an d'ancienneté et qu'il accepte le CSP, dans ce cas-là, il y a bien une indemnité compensatrice de préavis. Si effectivement il y a possibilité, donc dans le cas d'un refus de CSP, dans ce cas-là, il y a le préavis qui s'applique normalement, mais une dispense d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, et ben, du coup, il peut y avoir une dispense du préavis avec possibilité de négocier l'indemnité compensatrice. Donc là, en général, c'est possible, il n'y a pas de souci là-dessus, mais là, c'est du commun accord, c'est pas du légal. Et enfin, l'indemnité compensatrice de préavis, elle va varier dans le cadre d'un congé de reclassement, notamment dans le cadre d'un PSE. Et là, pour le coup, ça dépendra des négociations qui seront faites. Merci beaucoup, Gwenaëlle. Tu as parlé du CSP. Le CSP, pour rappel, nous allons le traiter du coup dans notre dernière partie plus en détail. Autre item à prendre en compte pour l'évaluation du coût d'un licenciement, les indemnités de congés payés. Alors, bien évidemment, les salariés ont le droit aux indemnités de congés payés lorsque les congés payés n'auront pas pu être posés avant effectivement le licenciement économique. Donc derrière, suivant le nombre de congés payés qui lui restait à prendre, il aura donc du coup cette indemnité qui se trouvera dans son solde de tout compte à la fin du contrat de travail. Il y a une possibilité, c'est attention, c'est dans le cadre où effectivement l'employeur demande à son salarié, bien sûr que celui-ci accepte, la pose des congés durant le préavis. Si les congés payés sont posés durant le préavis, c'est comme s'ils avaient été posés tout court, et dans ce cas-là, ils n'auront pas l'indemnité, puisqu'ils auront été posés. Merci Gwenaëlle, c'est très clair. Désormais, l'indemnité supralégale en cas de PSE. Alors là, l'indemnité supralégale, ça va être effectivement, donc c'est pas forcément dans tous les cas. Le Code du travail, dans l'article 1237-18-2 du Code du travail, prévoit que du coup, dans le cadre d'un PSE, donc ce qui est un accord collectif finalement entre les représentants du personnel et l'employeur, il est possible du coup qu'une indemnité supralégale, donc une indemnité en plus finalement, soit négociée. Et là, pour le coup, il n'y a pas de montant précis, puisqu'en fait, le montant de l'indemnité, elle est négociée et elle est fixée par les représentants du personnel et l'employeur. Donc, c'est une indemnité qui peut être proposée en plus, mais qui n'est pas forcément obligatoire. Merci beaucoup, Gwenaëlle. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions directement dans le chat, mais également à nos juristes. Si une question vous vient après la webconférence, vous pouvez poser votre question gratuitement. La réponse est gratuite, évidemment, et nous serons ravis, que nos juristes seront ravis de vous répondre. Vous pouvez y accéder via le lien que vous envoie Elodie dans le chat ou directement via le petit bouton que vous avez en bas de votre écran. Vous avez un encart sous les offres Jury Travail qui vous permet de poser votre question. Autre item à prendre en compte pour le coût du licenciement, les dommages et intérêts en cas de contestation du licenciement par le juge. En théorie, on ne les prend pas en compte puisqu'on va considérer que le licenciement économique qui va être fait dans les règles de l'art en fait. Donc du coup, c'est vraiment dans le cas où effectivement le licenciement économique n'aura pas un motif réel et sérieux. Et dans ce cas-là, si le licenciement économique, alors pour X ou Y raison, notamment par exemple lorsque les insuffisances économiques ne sont pas réellement caractérisées, le juge aura la possibilité de requalifier derrière du coup le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et derrière, du coup, le salarié aura le droit aux indemnités de l'application du barème Macron pour ces fameux dommages et intérêts, pour s'il obtient gain de cause dans la contestation du licenciement économique. Merci beaucoup, Gwenaëlle. Nous allons pouvoir passer à notre vrai-faux. Donc, je vous rappelle des questions très opérationnelles que vous pouvez rencontrer au sein de votre entreprise. Notre vrai-faux, aujourd'hui, dédié au CSP. Donc, première affirmation, Gwenaëlle, le contrat de sécurisation professionnelle est obligatoirement proposé par l'employeur. C'est vrai, puisqu'en fait, c'est vraiment une obligation qui est prévue par le Code du travail, et ça, peu importe le nombre de salariés dans l'entreprise, et donc du coup, il aura l'obligation de le proposer. Alors, suivant le nombre de salariés qui est licencié, ça va varier de savoir quand est-ce qu'il doit le proposer. Généralement, c'est lors de l'entretien préalable en vue du licenciement qu'il sera proposé. Il y aura un petit délai de réflexion qu'on va voir juste après. Merci.
tous les salariés bénéficient du CSP en cas de licenciement économique? Alors là, pour le coup, c'est faux parce que du coup, il n'y a que les salariés en CDI qui peuvent bénéficier du CSP lors du licenciement économique. Mais de toute façon, si on reprend la base déjà, il n'y a que les salariés en CDI qui peuvent bénéficier d'un licenciement économique de toute façon. Donc ça, c'est faux. Le salarié est dans l'obligation d'accepter. Non, c'est un choix qui lui est proposé. En fait, l'obligation, elle porte sur l'employeur de le proposer, mais derrière, le salarié, lui, est libre de le refuser. C'est vraiment un choix de ce salarié. Il a en fait un délai de réflexion, par contre, délai de 21 jours calendaires à compter effectivement de la proposition. Dans ce délai de 21 jours, il aura effectivement la possibilité de réfléchir si pour lui le CSP serait intéressant ou non. Après, derrière, au bout des 21 jours, ou même un petit peu avant, il pourra effectivement dire s'il accepte ou non le CSP. Sachant que s'il le donne sa réponse avant, il aura toujours le délai de 21 jours qui continuera. Vraiment, c'est un délai qui est continu, peu importe que la réponse soit donnée avant ou pas. La durée du CSP est limitée dans le temps. C'est vrai, elle est limitée à 12 mois maximum. Le salarié a un préavis s'il accepte le CSP. Alors, du coup, comme on l'a vu un tout petit peu tout à l'heure, ça dépend en fait du nombre d'années d'ancienneté. S'il a effectivement plus d'1 an, il n'y aura pas de… Alors, quoi qu'il arrive, pardon, excusez-moi, il n'y aura pas de préavis quoi qu'il arrive, pardon. C'est en fait concernant l'indemnité compensatrice de préavis. S'il a moins d'1 an d'ancienneté, il aura une indemnité compensatrice. S'il n'en a pas, enfin, s'il a plus d'1 an, il n'aura pas d'indemnité compensatrice. Mais dans les deux cas, il n'y a pas de préavis. C'est faux. Alors, vrai ou faux, le salarié touche le chômage durant le CSP? Et c'est là où, en fait, toute la différence va se faire entre le CSP et le chômage. C'est faux, il ne touche pas le chômage, il ne touchera pas l'ARE. En fait, c'est vraiment une indemnité qui est propre au CSP. C'est ce qu'on appelle l'allocation de sécurisation professionnelle. Et en fait, elle est plus avantageuse que le chômage. Le chômage, généralement, ça correspond à 50%, voire un peu moins du salaire qu'il touchait ou que le salarié percevait avant le licenciement, tandis que l'allocation de sécurisation professionnelle, elle est de 75%. Merci beaucoup. Gwenaël, vrai ou faux, l'employeur paye une contribution en cas d'acceptation du CSP par le salarié, plutôt. Tout à fait. Ça, c'est le décret du 17 juillet 2013. Il paye une contribution et en fait, le montant de la contribution, c'est très simple. Elle correspond en fait à l'indemnité compensatrice de préavis que du coup, normalement, aurait dû percevoir le salarié. Donc, en gros, si je vulgarise, c'est si le salarié accepte le CSP qu'il a plus d'1 an d'ancienneté, derrière, il n'a pas d'indemnité compensatrice de préavis ni de préavis, mais le montant du préavis sera effectivement le montant de la contribution que l'employeur devra payer directement au France Travail et pas au salarié directement. Et enfin, dernier vrai ou faux, il y a une sanction contre l'employeur s'il ne propose pas de CSP. Alors, en soi, il n'y a pas de réelle sanction qui est établie directement par le Code du travail ou par la jurisprudence. Mais effectivement, s'il ne prévoit pas, ou en tout cas, s'il ne propose pas le CSP, bah, derrière, ce sera le Pôle emploi, donc France Travail, qui se chargera en fait de proposer le CSP aux salariés. Et qu'il le propose ou pas, il restera dû, en fait, l'employeur, à cette fameuse contribution qu'on a vue juste avant. Par contre, ce qui pourrait se passer, c'est que si le salarié justifie d'un préjudice, il pourra effectivement engager la responsabilité de l'employeur pour demander des dommages et intérêts. Merci beaucoup, Gwenaël, pour l'ensemble de ces explications. C'était très clair. Nous allons pouvoir passer désormais à vos questions. Donc, Gwenaël, tu es prêt? Je suis prêt. Eh bien, super. Alors, première question. Un salarié qui n'a plus un poste adapté car son poste est ancien, plus en accord avec les nouveautés des métiers de l'entreprise, peut-il être considéré comme un licenciement économique? Alors, bon, ça va être le simple fait, donc l'énonciation en tout cas de ce qui est dit là, ça ne suffit pas à justifier un licenciement économique. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai précisé précédemment, il faut d'abord qu'il y ait une adaptation, une obligation d'adaptation de la part de l'employeur sur le poste pour le salarié. Ensuite, possibilité effectivement, ou en tout cas obligation pour l'employeur de proposer un reclassement. Et en fait, le simple fait que le salarié ne soit plus adapté au poste ne justifie pas le licenciement économique. Il faudra d'abord l'adapter, voir s'il n'y a pas de possibilité de faire des formations, le reclasser si c'est possible. Et si effectivement, avec les formations, il n'y a pas possibilité effectivement d'adaptation, pas de possibilité de reclassement, là effectivement, la mutation technologique peut entraîner le licenciement économique.
Merci beaucoup, Gwenaëlle. Quel impact d'un accord GEPP sur les motifs de licenciement économique? Alors, pour le coup, l'accord GEPP, ça va différer suivant l'accord en lui-même qui est négocié. Pour le coup, je ne pourrais pas trop me prononcer sur ça sur le moment. Il faudrait voir ce que prononce l'accord en lui-même. Donc, je préfère pas trop me prononcer. Je préférais effectivement que ce soit plus posé en DRG, donc en question gratuite, pour avoir plus de précision par rapport à l'accord en lui-même. Voilà, donc n'hésitez pas à suivre le lien dans le chat ou à cliquer sur le bouton en bas de votre écran pour poser la question directement à nos juristes. Ce sera peut-être du reste Gwenaëlle qui vous répondra sur ce cas bien spécifique. Autre question, peut-on faire des licenciements économiques lorsque la vente de l'entreprise, pendant la vente de l'entreprise, le repreneur refuse de reprendre les salariés? Alors non, le simple fait effectivement que le nouvel entrepreneur ne veut pas reprendre les salariés ne justifie pas un licenciement économique. Si je reprends les 4 critères du licenciement économique, il faut déjà que soit effectivement il y ait des difficultés financières, soit qu'il y ait une mutation technologique qui ne permet pas de garder le salarié, soit une réorganisation de l'entreprise. Bon, ça pourrait effectivement être assimilé à ça, mais il va falloir vraiment justifier quand même de difficultés économiques qui nécessitent cette réorganisation, ou alors directement la cessation d'activité totale. Donc, le simple fait de faire une reprise d'entreprise, mais si l'entreprise en soi, elle va bien, qu'il n'y a pas de difficulté financière, on ne peut pas partir sur un licenciement économique. Très clair, merci beaucoup. Est-ce que les RTT doivent être payés aux salariés? Bien sûr, les RTT doivent être payés par les salariés dans le cadre d'un licenciement économique, avec ou sans l'acceptation d'un CSP, puisqu'en fait, les RTT, ça reste dû. À partir du moment où il a travaillé pour les avoir, ça fera partie du solde de tout compte, comme les préavis, comme les heures sup, etc. Merci Gwenaëlle. Un salarié de moins d'1 an d'ancienneté a-t-il droit au CSP? Oui, comme on l'a vu précédemment, tout salarié en CDI a le droit effectivement au CSP. En fait, ce qui varie par rapport à un salarié avec plus ou moins d'un an d'ancienneté, ça va être cette fameuse indemnité compensatrice de préavis. Merci beaucoup Gwenaëlle, c'était très clair. Je vous rappelle que vous pouvez accéder directement et télécharger notre dossier thématique sur le licenciement économique. Vous y retrouverez 35 points essentiels à la procédure et sur vos obligations en tant qu'employeur, ainsi que 4 modèles de lettres à télécharger, dont par exemple un modèle de proposition de reclassement que vous pourrez directement transmettre à votre salarié. Donc n'hésitez pas à aller les télécharger directement sur notre site. Je vous rappelle également que vous pouvez, via le petit bouton que vous avez en dessous, découvrir nos offres spécialement conçues pour les professionnels. Et merci beaucoup, Gwenaëlle, de l'ensemble de ces indications-là. C'était très clair et c'est toujours un plaisir. Merci à toi, Mylène. Je vous donne rendez-vous pour nos prochaines webconférences. Donc, la prochaine, ce sera avec notre juriste Alexandra Marion, le 17 octobre à 16h, sur votre obligation et les aides dont vous pouvez bénéficier pour l'emploi des travailleurs handicapés. Et le 5 novembre, du coup, à 14h, qui sera là spécifiquement sur les élections du CSE, comment faire respecter le processus électoral. Merci infiniment à tous pour votre participation. Merci de votre fidélité. Encore merci, Gwenaëlle. Et à très bientôt sur Jury Travail. Au revoir tout le monde.